Merci. La teneur dans quelques temps. Je sais que c'est la qui est au centre de cette cérémonie. Je ne vous ferai pas, laissez-moi vous faire part des différentes étapes qui vont ponctuer cette journée. La déclaration de M. René de Muzo. Nous donnerons par la suite le temps à la presse pour poser ces questions à
Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, chers parents, chers amis, je voudrais d'abord vous saluer et vous remercier très sincèrement d'avoir répondu de manière aussi massive à mon invitation, et ce, en dépit des lourdes charges qui sont celles de chacune et de chacun d'entre vous. Ces remerciements, je vous les adresse au nom de Madame Lisette Ndemzobian, mon épouse ici présente, au nom de ma famille, dont de nombreux membres prennent part à cette cérémonie, au nom également de tous mes proches et de tous les amis avec lesquels, pour certains depuis des décennies, je partage les mêmes convictions et les mêmes idéaux de paix, de patriotisme, de démocratie et de développement. Je vais débuter cette allocution en parlant un peu de moi-même. C'est une démarche très inhabituelle de ma part. D'abord à cause de ma modestie naturelle, mais surtout du fait des fortes convictions idéologiques qui sont les miennes, lesquelles m'ont depuis longtemps convaincu de ce que ce ne sont pas les individus particuliers, aussi brillants qu'ils soient, mais avant tout les peuples, agissant consciemment et collectivement, qui demeure la force véritable faisant avancer l'histoire. Ces principes de base rappelés, je sollicite votre indulgence pour y déroger exceptionnellement ce jour en disant quelques mots sur moi. Je le fais pour deux raisons essentielles. La première est que depuis plusieurs mois, la question des origines des uns et des autres a pris une tournure d'une importance particulière dans notre pays, sans verser dans la xénophobie ou dans une quelconque chasse aux sorcières. Il est bon, à mon avis, que chaque citoyen gabonais, notamment ceux qui assument des responsabilités publiques, se soumettent à l'obligation de vérité sur cette question. La seconde raison est que pour salir, combattre et tenter d'éliminer politiquement, voire physiquement, ce patriote et démocrate sincère qu'est René Ndemzobian, diverses forces rétrogrades et obscurantistes n'ont cessé de recourir aux procédés crapuleux, consistant à débiter et colporter les plus gros mensonges à mon sujet, en misant sur l'adage qui dit que plus un mensonge est gros, plus l'opinion le gobe facilement. Il me paraît donc utile et nécessaire de mettre à profit la présente cérémonie pour réfuter au passage certains ragots et mensonges distillés sur ma personnalité. Je suis né le 1er novembre 1947 au village Mangan, situé à l'époque à 3 km de Bitam et devenu aujourd'hui un des quartiers de cette grande commune de l'extrême nord du Gabon. Mon père, Obiambayem, était un des grands notables du clan Essandone, clan majoritaire dans la ville de Bitam et ses environs. Ma mère, Abumamangema Evelyne, du clan Efak, le plus nombreux dans le département d'Untem,
venait du village à Komefak, à 12 km de Bitam, sur la route conduisant vers Eboro et le Cameroun. Mes grands-parents paternels sont Essabeng du village Ewon. Mes grands-parents maternels sont Nkodjeng du village Moyontem à Bitam. J'ai fait mes études primaires d'abord à l'école privée protestante d'Ayananga, en face de mon village, puis à l'école privée protestante d'Umfoul à Ouyem, puis à nouveau à Ayananga pour les achever à l'école publique de Mekambo, où m'avait emmené Albert Boyewobian, instituteur et un des fils aînés d'Obian Boyema, et mon véritable père nourricier et éducateur. C'est à Mekambo que j'ai obtenu mon certificat d'études primaires et élémentaires CP et passé le concours d'entrée au lycée national Léon Mba de Libreville en 1960. Je fus classé à l'époque 5e de ce concours national. Comme j'ai toujours pris le plaisir de le rappeler, je suis un pur produit du lycée national Léon Mba, où j'ai étudié pendant 7 ans, de 60 à 67, en restant constamment à l'internat. Sans l'internat, et parce que venant d'une famille pauvre, je n'aurais jamais pu poursuivre mes études. Durant mon passage au lycée national Léon Mba, et parallèlement à mes études, je me suis lancé dans la pratique du sport. Le basket, dont j'ai fait partie de l'équipe B du lycée, mais surtout le football. Dans cette discipline sportive, je devins successivement titulaire de l'équipe minime, puis de l'équipe cadette, et enfin de l'équipe fanion du lycée que j'ai intégré à 19 ans en 1966, lorsque j'étais en classe de première. J'ai été appelé en équipe nationale la même année et joué mon premier match international contre la Côte d'Ivoire. Mes entraîneurs de l'époque étaient, au niveau du lycée, M. André Capelier et en équipe nationale, Feu Ossémondé et Feu Jean-Louis Messan, qui nous a quittés définitivement il y a quelques semaines. Mon plus grand souvenir comme joueur de l'équipe nationale, c'est d'avoir fait partie de la sélection qui, en juin 1967, rencontra le Santos du Roi Pelé au stade Révérend Père Lefebvre. J'ai obtenu mon baccalauréat, série philosophie, en juin 1967. Et du fait de l'inexistence à l'époque d'une université au Gabon, je suis parti en France pour y poursuivre mes études supérieures. De 1967 à 1969, j'ai été inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines de Caen, en Normandie, où j'ai obtenu mon duel en sociologie. De 69 à 71, je suis inscrit à l'université de Rennes, en Bretagne, où j'ai obtenu ma licence en sociologie. Ensuite, à l'université de Paris 8 Vincennes, où j'ai passé ma maîtrise en sociologie. C'est durant ces longues années passées en France que je me suis progressivement lancé dans la réflexion et l'action politique. D'abord à Caen, où j'ai pris part au grand mouvement étudiant de mai 68. C'est au cours de celui-ci que je fis la connaissance de nombreux intellectuels africains, dont le centrafricain Jean-Paul Goupandé, aujourd'hui décédé, qui fut un de mes plus grands amis. À Rennes, en compagnie d'autres frères et amis, dont les regrettés Serge Mbabakal et Georges Ingelesani, et avec l'appui de certains aînés, tels le professeur Pierre-André Kombila, j'ai pris une part active à la redynamisation des sections locales de l'Association générale des étudiants du Gabon, AGEG, et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF. J'ai ainsi participé, en tant que délégué venu de Rennes, à mon premier congrès de l'AGEG en décembre 1969 à Paris. À cette occasion, j'ai été positivement remarqué par les intellectuels patriotes gabonais les plus influents de l'époque,
en particulier Joseph Renjambe Issani, qui me prit aussitôt sous sa coupe. C'est ce dernier qui me conseilla de monter à Paris pour être plus utile au mouvement. Il orienta également mes lectures vers les ouvrages socialistes. J'ai été élu vice-président de la GEG en décembre 1971 et aussitôt après que je me sois installé à Paris. L'année suivante, repéré comme particulièrement actif et notamment comme bon débatteur par les leaders d'alors de la FEANF, dont Alpha Condé de Guinée, Jean-Martin Bemba du Congo, Ebia Bokono du Cameroun et de nombreux autres intellectuels patriotes africains, j'ai été élu vice-président, chargé des relations extérieures de ce grand mouvement panafricain de la jeunesse. J'ai été réélu au même poste au congrès de la FEANF tenu en décembre 1973. Les fonctions de vice-président, chargé des relations internationales de la FEANF, m'ont conduit à beaucoup voyager, afin de prendre part à de nombreux forums de la jeunesse africaine et mondiale. J'ai pu ainsi, à l'époque, séjourner notamment à diverses reprises en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Albanie, en Chine. Tout ceci m'a permis d'étoffer mon bagage théorique et politique, d'avoir une meilleure connaissance de l'expérience des luttes des peuples du monde et d'aboutir à un jugement plus objectif et plus équilibré sur la politique de divers dirigeants africains, dont le président Omar Bongo Ondimba. Sur la base de cette appréciation, j'estimais juste et nécessaire, au moment de mon retour définitif au Gabon en 1979, d'accepter de coopérer avec le chef de l'État pour faire avancer la démocratie et le développement du Gabon, tout en maintenant intactes mes convictions idéologiques et ma vision sur l'avenir de notre pays. D'aucuns, dès cette époque, y compris parmi eux des patriotes sincères, pour lesquels j'ai conservé beaucoup d'estime, se sont violemment attaqués à moi et à tous les amis partageant cette démarche en la qualifiant d'entrisme. J'ai toujours réfuté et continue aujourd'hui encore de réfuter catégoriquement cette accusation totalement infondée. En acceptant de travailler avec Omar Bongo Ondimba, fondateur et leader du PDG, je n'ai jamais eu l'ambition, ou plutôt la naïveté, de croire que je pourrais transformer, entre guillemets, la nature de cette formation politique. Je me suis simplement rappelé de ce que conseillait un grand penseur et stratège, qui disait en substance ceci, je cite, « Si vraiment, pour des nécessités historiques, vous êtes obligés de faire des compromis, de vous unir, passer des accords pour atteindre les buts pratiques du mouvement, mais n'allez pas jusqu'à faire commerce des principes. Ne faites pas de concessions idéologiques. » Fin de citation. Je me suis également inspiré de ce proverbe qui dit que même les montagnes se rencontrent. De 1979, année de notre première rencontre, à 2009, année de sa disparition brutale, ma collaboration avec le président Omar Bongo Ondimba a été franche et loyale au fil des années, au fur et à mesure où s'approfondissait notre connaissance mutuelle et au regard de ma disponibilité constante et de mon dynamisme. Le chef de l'État m'a promu à diverses hautes fonctions. Je suis entré ici une première fois, pendant quelques mois, au gouvernement en 1994, dans la dernière équipe dirigée par le Premier ministre Casimir Oyemba. J'ai été rappelé au gouvernement en janvier 2002 pour y siéger sans discontinuer jusqu'à la mort du président Omar Bongo Ondimba en 2009. Pendant cette période, j'ai occupé tour à tour les fonctions de ministre chargé des relations avec le Parlement, de ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications, puis de ministre de la Jeunesse et des Sports. Cumulativement, durant toutes ces années, avec les fonctions de porte-parole du gouvernement. Au niveau du Parti démocratique gabonais, le président Omar Bongo Ondimba m'a élevé dès le début des années 90, aux côtés de M. Jacques Adiaïno, à l'époque secrétaire général
du parti aux fonctions de secrétaire national, puis secrétaire général adjoint chargé de la communication et de la propagande, porte-parole du parti, responsabilité auxquelles il a ajouté quelques années plus tard les relations extérieures du parti. Bref, durant de longues années, le président Omar Bongo Ondimba m'a honoré de sa confiance et élevé à diverses éminentes fonctions. En retour, je pense avoir toujours soutenu loyalement et fermement l'action de l'ancien chef de l'État, acceptant souvent des missions sensibles et délicates dans des circonstances historiques difficiles et complexes. À titre d'exemple, j'ai assumé les fonctions de vice-président, représentant la majorité au sein de la Commission nationale électorale lors des élections présidentielles tumultueuses de 1993. En 1998, j'ai eu la lourde responsabilité d'être le directeur provincial de campagne d'Omar Bongo Ondimba pour la province du Haut-Lindem. En 2005, à l'occasion de ce qui devait malheureusement être sa dernière campagne électorale, le président Omar Bongo Ondimba a porté son choix sur ma modeste personne pour être son unique porte-parole, c'est-à-dire de fait son directeur de campagne. Auparavant, de 1996 à 2001, au moment où le débat démocratique contradictoire avait réellement cours à l'Assemblée nationale, avec la présence de nombreux et puissants groupes parlementaires, animés par des personnalités de renom, tels Pierre-Louis Agonjo-Okawe, Pierre Mambundu, Léon Bouyembi et d'autres, le président Omar Bongo Ondimba m'a chargé de diriger le groupe PDG à l'Assemblée nationale. De janvier 2002 jusqu'au décès du président en juin 2009, je suis resté sans discontinuer pendant plus de 8 ans, porte-parole du gouvernement, responsabilité d'une délicatesse particulière que j'ai cumulée sur une période encore plus longue de 1991 à 2007 avec celle de secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole du parti majoritaire. En 2008, constatant que le dossier délicat et important de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 n'avançait pas suffisamment vite, le président Omar Bongo Ondimba a décidé de me confier le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec comme cahier de charge principal de réaliser les infrastructures sportives et hôtelières devant abriter la CAN 2012 et mettre sur pied une sélection nationale qui fasse honneur au pays. Je me suis acquitté avec brio et abnégation de ces deux missions. L'essentiel des infrastructures de la CAN a été réalisé sous l'autorité de mon ministère, l'Agence nationale des grands travaux n'étant intervenue que longtemps après. L'équipe nationale de football, à l'époque où j'étais ministre des Sports, a enregistré des résultats encourageants. Je suis fier en particulier d'avoir valorisé le statut des joueurs appelés en équipe nationale et d'avoir convaincu, à l'issue de très longues discussions, les parents de Pierre-Emerick Aubameyang, Frédéric Bulot, Anthony Mfamuzu et d'autres d'intégrer les Panthères. Tout observateur objectif admettra donc que j'ai rendu d'éminents services en assumant ces différentes responsabilités. Chers compatriotes, chers amis, la disparition brutale le 8 juin 2009 d'Omar Bongo Ondimba a ouvert une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Au sein du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, la première et plus urgente question posée à l'époque à résoudre était celle de savoir la personnalité à investir comme candidat pour les élections présidentielles anticipées découlant de cette vacance définitive à la tête de l'État. Les statuts du PDG ne donnant aucune indication précise à ce sujet, la solution plus ou moins consensuelle retenue à l'époque, en 2009, fut de charger le comité permanent élargi au comité de concertation d'examiner les différentes candidatures se manifestant et d'en proposer une à l'investiture du bureau politique du parti. La candidature proposée par la majorité des membres du comité permanent, instance dont je faisais partie depuis sa création en 2007, était celle d'Ali Bongo Ondimba.
Au-delà des tractations secrètes, voire occultes, qui ont entouré cette proposition et auxquelles je n'ai personnellement pas été associé, de près ou de loin, j'ai néanmoins, après concertation avec quelques camarades, pris la décision de soutenir l'investiture d'Ali Bongo Ondimba comme candidat du parti en prenant en considération le fait que cette proposition de candidature était soutenue par la majorité des membres du comité permanent et du comité de concertation. Dans le souci de sauvegarder la paix et l'unité du parti, dans une période historiquement délicate, j'ai pensé qu'il était sage de ne pas engager une bataille dont l'effet immédiat aurait été la division du parti. C'est sur la base de cette appréciation que, tout en étant radicalement opposé à toute monarchisation du pouvoir, j'ai accepté de faire partie du comité stratégique de campagne d'Ali Bongo Ondimba et d'être un des 2 coordinateurs de cette campagne pour la province du Haut-Lindem. Je demande aujourd'hui, humblement, au peuple gabonais de me pardonner pour cette grave erreur d'appréciation historique. Je dis bien que je demande aujourd'hui au peuple gabonais de me pardonner pour cette grave erreur d'appréciation historique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers parents, chers amis, près de 6 années se sont aujourd'hui écoulées depuis que la Cour constitutionnelle a proclamé Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009. Au cours de cette période suffisamment longue pour établir un bilan, aucune des nombreuses promesses faites par Ali Bongo Ondimba dans son projet de société, l'avenir en confiance, n'a été véritablement réalisée. Tout au contraire, la situation du pays n'a cessé de se dégrader au plan économique, social et culturel. En même temps, les tensions politiques se sont exacerbées jusqu'à un point extrême. L'actuel chef de l'État a été proclamé élu pour 7 ans, et non pour 14 ou 21. Il lui revient donc d'honorer les engagements pris devant le peuple gabonais pour cette période historique précise. Se projeter en permanence au-delà de cette période de 7 ans, en prétextant faire du Gabon un pays émergent en 2025, c'est-à-dire au cours de son 3e mandat, c'est dénier la souveraineté au peuple, caractéristique principale de toute démocratie digne de ce nom. Le plan stratégique Gabon émergent est donc une véritable fuite en avant face aux attentes légitimes et urgentes des populations dans des domaines essentiels tels l'éducation, la santé, le logement, la route, l'emploi, la vie chère, etc. Par ailleurs, les projets élaborés dans le cadre de ce fameux plan stratégique le sont à l'emporte-pièce, dans l'improvisation, sans fil conducteur et donc dans l'incohérence totale. Le pilotage à vue, l'improvisation, l'incohérence et l'amateurisme sont donc des marques de fabrique du nouveau pouvoir, dans la mesure où il n'y a par exemple aucune articulation entre le plan stratégique Gabon émergent et des projets tels celui de la zone économique spéciale d'Uncoc ou la Marina, pour ne citer que ces 2 exemples qui laissent dubitatifs bien des observateurs de la vie politique et économique gabonaise. Parallèlement à cette gouvernance politique et économique quelconque, et dans une quête effrénée de légitimité, le pouvoir fait preuve d'appétence pour tout ce qui est clinquant, d'aucuns diront people, à défaut d'une véritable politique culturelle qui rétrocède au peuple gabonais sa dignité, en lui donnant le fil conducteur
qui le relie à son passé le plus lointain, on l'aliène plutôt avec des carnavals pour lesquels on fait venir des jeunes filles du Brésil. On organise des courses nautiques, des rallyes automobiles. On fait appel à des chanteurs de rap et d'autres vedettes du show business, et le tout à des coûts très onéreux. Toujours pour séduire on ne sait qui. On assiste à des matchs de football à l'étranger alors que le pays n'y est nullement engagé. L'on se souvient de la finale de la Coupe du Monde au Brésil et de la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Bata, où trônait le chef de l'État gabonais, alors que les chefs des deux États directement concernés, la Côte d'Ivoire et le Ghana, n'avaient envoyé que des représentants. Dans le même registre de la politique dite people, il y a le fameux sommet New York Forum, pour lequel on fait venir aux frais du contribuable chaque année au Gabon des célébrités du monde des affaires, du spectacle, de la politique, pour un tourisme mondain